chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à la découverte. Aujourd'hui, comme invité, nous avons Monsieur Anissé Mvoura, qui est un scientifique, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale en sciences politiques et aussi un natif du territoire de Béni. Monsieur Anissé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler de l'actualité. Et actualité, par actualité, j'entends par là la situation à Béni, de toutes ces tueries. Avec les semaines qui viennent de passer, il y a eu une déflagration des tueries, c'est-à-dire les tueries sont montées en flèche dans ces territoires. Avec vous, nous chercherons à savoir quelles en sont les causes, pourquoi ces tueries et qu'est-ce qui fait que cette situation puisse perpétrer dans ces territoires de la RDC depuis déjà 5 ans, depuis 2014 je pense. Que représente cette partie du pays en termes d'enjeux géopolitiques et aussi économiques? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir présenter à l'opinion nationale et internationale les pleurs des enfants de Béni, les pleurs des enfants du territoire de Lubero qui du jour le jour sont massacrés comme des animaux, comme des bêtes sauvages. Et donc le territoire de Béni, c'est un territoire limitrophe à la République ougandaise. C'est un territoire qui est essentiellement habité par la communauté Nandé, la communauté Pakombe, la communauté Mbouba et d'autres petits groupes ethniques. Alors, depuis un certain temps, cette partie qui est géostratégiquement riche en ressources naturelles devient pratiquement la proie de certains prédateurs. Et des prédateurs qui imposent à ces territoires de Béni des violences inouïes, des violences macabres, des violences qui déciment des vies humaines dans les territoires de Béni. Pour une petite histoire, les massacres dans les territoires de Béni ne commencent pas avec nos républiques post-indépendance. Les massacres de Béni ont une histoire. C'est d'abord tout simplement de remonter à l'époque où dans ces territoires vont surgir les phénomènes hommes léopards. Ces hommes léopards qui s'appellent dans la langue locale les Hoko Hoko, qui en fait c'est un phénomène où les hommes vont se déguiser en léopard, en se coiffant de peau de léopard, de singe, pour pratiquement poser des actes de violence contre leurs semblables. Je me rappelle que sous la période des Bihoko Hoko, ou la période des hommes léopards, on pouvait tout au long des rivières, au village, au niveau des sources, retrouver des personnes égorgées, des personnes mutilées, des personnes amputées de leurs membres inférieurs ou supérieurs. Et ce phénomène a évolué pratiquement entre 1930, 1920 et 1935. Il a d'abord été un phénomène qui était perpétré monté contre l'occupation coloniale. Mais à un certain moment, il a été récupéré par des communautés ethniques qui se sentaient des fois lésées, n'est-ce pas, contre les autres, et commencer à les tuer, à les arracher des vies humaines en se déguisant en léopard ou à lion, parce qu'il fallait atteindre leurs objectifs. Alors,
Le même territoire de Béni va connaître des sérieux problèmes avec l'indépendance, notamment avec la rébellion mouléliste de 1964, surtout avec ceux-là qui, à un certain moment, ont appartenu à la rébellion mouléliste, permettez, et qui, après la victoire des forces publiques congolaises, de l'ANC de l'époque, vont être indexés. Donc ceux-là qui faisaient partie du mouvement mouléliste. C'est ici où je suis en train de rappeler par exemple les Onandé ou les Yira qui ont vécu dans cette partie du pays entre les années 64-65, les phénomènes Karemire et Mboulouli. Ou Karemire et Mboulouli qui étaient pratiquement ici des acteurs, des grands leaders au sein de la rébellion, n'est-ce pas, mouléliste, vont faire adhérer au mouvement un grand nombre d'hommes, des femmes, des jeunes locaux. Et avec la victoire du régime, du pouvoir en place, tous ces hommes, toutes ces femmes vont être recherchés et massacrés bêtement. Ça, c'est la période de l'indépendance. Vous allez prendre la période entre 1980, les années 80 et 90, avec les phénomènes Mumbiri. D'abord avec tout ce qui a eu comme guerre en Ouganda, qui a déferlé sur le sol congolais des milliers et des milliers de réfugiés ougandais. Et parmi ces réfugiés ougandais, il y a ceux-là qui ont été recrutés par ces vieux phénomènes ADF qui était à l'époque un Rwenzururu Freedom dans ces territoires, des opérations militaires qu'on va appeler ici opération Mumbiri, et opération qui est cette fois-ci ici orientée vers les groupes, les ADF, mais aussi les ex-mouvements Maïmaï Kassingiens qui sont ici, qui étaient à l'époque dirigés par les colonels ou général Kissa Senghane. Justement, monsieur Alissé, en parlant des mouvements, des ADF, lorsque aujourd'hui on entend parler de Béni, on relie ce territoire au mouvement ADF. Est-ce que vous pouvez nous parler comment est-ce qu'ont pris forme ces mouvements, ces terroristes? Des fois on les appelle terroristes. Est-ce qu'ils sont mouvements? On ne sait pas. Comment est-ce qu'ils ont pris forme à Béni? Merci beaucoup. C'est une question tellement importante. Monsieur le journaliste, c'est depuis pratiquement les années 50. D'ailleurs, même avant les années 50, pratiquement les années 30, qu'en Ouganda va naître un mouvement pratiquement qui voulait à tout prix, qui voulait occuper, avoir de l'indépendance sur un territoire. Et ce mouvement qui est le Rwenzururu Freedom. Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler du territoire de Béni, on relie ce territoire au mouvement rebelle ADF. Dans l'opinion, on ne sait pas exactement. ADF, qu'est-ce que ça signifie? Ça implique le terrorisme? C'est un mouvement révolutionnaire? C'est quoi ce mouvement ADF à Béni? Le mouvement ADF qui aujourd'hui est en train de décimer les villes humaines à Béni a une histoire. Il est parti d'abord d'une création lointaine d'un mouvement d'autolibération à Kampala, en Ouganda, d'un certain M. Issa Mukirania, qui voulait ici l'autodétermination d'un peuple, de pouvoir pratiquement avoir un royaume en Ouganda. Et c'est tout simplement parce que, pour M. Issaïa, cette population représentait une frange importante en Ouganda. Et donc, M. Issaïa Mukiraniana
qui va être ici soutenu par les Amba pour réclamer l'espace Konzo en Ouganda, mais aussi en bas, vont se mettre ensemble. Ils vont créer un mouvement qu'on va ici nommer le Rwenzururu Freedom Movement. Et le Rwenzururu Freedom Movement va évoluer, qui est d'ailleurs l'ancêtre de l'ADF NALU, va évoluer d'abord en Ouganda. Et à un certain moment, le gouvernement Obote va les pourchasser et ils vont fuir sur le territoire congolais. Là, nous sommes dans les années pratiquement de l'indépendance, après les années 60. Ils vont fuir vers le territoire congolais. Et d'une manière tout à fait particulière, dans les territoires de Béni. Et Issa Moukirania va évoluer à Béni. Longtemps évolué à Béni. Des négociations vont se passer entre ce mouvement rebelle et le gouvernement ougandais. Mais malheureusement, à un certain moment, il y aura toujours des fiascos autour des accords signés. À un moment donné, M. Isaya va mourir sur le territoire congolais. Il va être remplacé sur ce même territoire à Béni par un certain Kinyamusitu. Kinyamusitu, malheureusement, ne va pas être aussi charismatique comme son prédécesseur, M. Issa Moukirania. L'évolution politique en Ouganda va pousser pratiquement ici le régime Obote de fuir le pouvoir. Le gouvernement Obote 1. Et ce gouvernement Obote 1 va aussi déferler sur le territoire congolais un certain nombre de réfugiés, dont un certain Amon Bassira, qui était son vice-ministre, mais également qui était un agent de sécurité du gouvernement Obote. Et c'est M. Amon Bassira qui va pratiquement reprendre tous les reliquats de ceux-là qui composaient ce qu'on va appeler ici, n'est-ce pas, le Rwenzururu Freedom Movement, pour en faire la NALU. Et la NALU, à un certain moment, va sombrer et il va arriver un certain Youssouf Kabanda qui va vouloir composer avec Amon Bassira pour créer ce qu'on va désormais appeler ici ADF NALU. Un mouvement essentiellement ougandais et qui avait comme objectif aller conquérir le pouvoir politique en Ouganda. Est-ce qu'on peut aujourd'hui estimer que ce mouvement s'est détourné de sa voie parce qu'on estime à travers les médias qu'on suit que le mouvement ADF est pour beaucoup dans ce qui se passe, dans les tueries qui se passent à Béni? Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement s'est détourné de sa voie pour commencer à semer la terreur à Béni? En fait, ce mouvement ADF, qui aujourd'hui décime des vies humaines à Béni, c'est un mouvement hétéroclite. C'est-à-dire c'est un mouvement, en fait, comme je l'ai dit d'abord, qui avait comme objectif d'aller conquérir le pouvoir, mais à un certain moment, ils ont pris le goût, n'est-ce pas, de la vie au Congo. Je me rappelle qu'entre 1985, lors de la création de ce mouvement dans les territoires de Béni, ce mouvement a cherché par tout le moyen à s'intégrer au sein de la population civile congolaise. Ce mouvement, les membres de ce mouvement, les rebelles ADF, ont commencé même à contracter des mariages avec les filles locales, avec les filles nandées. Ces mêmes ADF ont commencé à travailler sur terrain, les champs, à cultiver des champs, des plantations, avec la population locale. Ce même ADF a été commis à l'exploitation des ressources naturelles. Notamment sans autorisation, parce que je vous dis, dans une partie pratiquement qui
qui échappaient au contrôle de Kinshasa. Ils seront impliqués dans les trafics du bois, dans les trafics de l'or, dans les trafics de la cassiterie, et j'en passe. Et donc, ils vont s'intégrer au sein de la population congolaise de Bénin. Et curieusement, après les années de guerre, notamment les génocides au Rwanda avec l'arrivée de la guerre de l'Afghane, les mêmes rebelles, curieusement, qui s'étaient déjà intégrés au sein de la population locale, vont commencer à kidnapper, à faire des kidnappings. Ils vont changer de mode opératoire. Ils vont changer de mode opératoire. Ils vont commencer à faire des rafles de population locale, notamment les hommes, les jeunes garçons, les jeunes filles et même les femmes, selon les informations que nous avons reçues sur le terrain, pour pratiquement grossir les effectifs de leur mouvement rebelle. Alors, à ce moment, il n'y avait pas de tueries. Ils pouvaient passer à des kidnappings de populations, à un certain nombre de populations, sans tuer. Mais, à un moment donné, notamment depuis 2014, ils vont commencer à s'apprendre à la population. Notamment avec les différentes opérations militaires. C'est-à-dire? Ils vont penser Sokola 1, Sokola 2, ils vont commencer à penser que la population civile devenait de plus en plus complice, informatrice des FARDC, donc de l'armée congolaise. Ils vont continuer avec les kidnappings. Et au-delà des kidnappings, ils vont commencer à massacrer des populations civiles. Et essentiellement avec des armes blanches. Donc ils vont égorger. Ils vont tuer avec des gourdins. Ils vont tuer avec des couteaux. Ils vont tuer avec des machettes, avec même des haches. Donc, vous comprenez qu'ils vont semer la terreur dans les chefs de la population locale. Parce que désormais, pour les ADF, la population locale devenait comme si elle était devenue ennemie, n'est-ce pas, de ce mouvement qui était essentiellement un mouvement qui luttait pour le pouvoir en Ouganda. Mais comme je l'ai dit tantôt, il a été compris que comme l'ivresse du lait, l'ivresse des ressources naturelles congolaises commençait à prendre, n'est-ce pas, un élan assez important au sein de ce groupe armé, c'est comme ça qu'ils vont estimer qu'il faut désormais voir comment il faut pérenniser leur présence sur les sols congolais, voir comment il faut exploiter d'une manière tout à fait violente les ressources naturelles du Congo-Kinshasa, jusqu'à vouloir arriver à décimer toute une population. Parce que, rappelez-vous, que quand ils arrivent pour tuer, pour massacrer, ils brûlent également tous les villages, toutes les cases. Et il y a même des personnes qui sont brûlées vivantes dans leurs cases. Et après avoir brûlé les cases, comprenez que la terreur fait fuir des populations vers les grandes agglomérations. Et tout cet espace, les espaces, n'est-ce pas, où se passent leurs salles des hommes, deviennent des espaces tout à fait libres pour leurs activités. Est-ce que ces espaces ne sont pas libérés pour une autre population? Parce que selon certaines sources, il y a quand même déplacement d'une grande population du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda qui viennent occuper les territoires de Bénin, que ces populations ont fui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, monsieur le journaliste, c'est des éléments aujourd'hui qui sont mis à notre portée également pour dire que
malheureusement, comme je le dis tantôt, quand il tue, quand il viole, quand il massacre, il brûle des villages entiers. Et la question que la population s'est posée, c'était de savoir, mais comment ceux-là qui se disaient rebelles ougandais, comment ils peuvent au même moment tuer, chasser les populations dans leurs villages et brûler complètement les villages. Et au même moment, au niveau de la région, notamment en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie, vivent des réfugiés, entre guillemets, parce que moi je ne reconnais pas qu'il y ait autant de réfugiés congolais qui soient partis en Ouganda au même moment au Rwanda, en dehors bien sûr la dernière vague de réfugiés qui a été poussée par les M23. Mais sinon, ici on nous parle de vieilles vagues de réfugiés qui étaient installés en Tanzanie, qui étaient installés au Rwanda et qui sont en train de rentrer au pays. Mais curieusement, qui ne restaient pas dans le territoire de Béni. D'expression Kinyarwanda, comme on est en train de nous les présenter ainsi, je pense que les territoires qui pouvaient facilement être les leurs, ou les territoires qui pouvaient les concerner au premier plan, c'est le territoire de Massissi, c'est le territoire de Rutshuru, ou alors peut-être le territoire de Nyiragongo. Mais dites-moi, monsieur le journaliste, que des populations non très identifiées, en fait, parce qu'ils ne sont pas jusque-là identifiés, c'est un problème, en fait, qui devient un problème régional. Il est au-delà d'être une question nationale. Pour une certaine opinion ici à Kinshasa, je parle notamment de certaines autorités du gouvernement, ce qui se passe à Béni, c'est juste un conflit intercommunautaire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ah oui, c'est justement ce que certaines personnes disent, même sur les journalistes. Moi, je me rappelle que depuis les vieux temps, les populations du Nord Kivu ont toujours vécu en parfaite convivialité, en parfaite harmonie. Bien sûr, je sais qu'il y a des politiques, des fois qui instrumentalisent leur communauté, n'est-ce pas, contre les autres communautés. Nous savons qu'il y a même au Nord Kivu certains leaders qui auraient armé même leur communauté. Et nous savons qu'il y a des leaders qui sont deux fois cités. Mais est-ce que le problème de Béni, c'est un problème d'individus, des communautés? Moi, je pense non. Il va au-delà des problèmes individuels. Il va au-delà des instants du pouvoir, des instants des hommes politiques. Quels sont les facteurs qui démontrent ce que vous dites? Tout simplement parce que je viens de vous démontrer ici que ce qui se passe à Béni a des connotations, on peut dire, en fait, qui a de ramifications régionales, bien qu'il soit un problème qu'on présente comme un problème national, un problème interne au Congo. Je sais qu'au Nord Kivu, il y a toujours eu ces petits couacs entre communautés, mais si réellement c'est un problème intercommunautaire, relativement à votre question, monsieur le journaliste, je pense que nous avons les barzans intercommunautaires au Nord Kivu. Mais pourquoi ces problèmes ne passeraient pas par les barzans intercommunautaires? Pourquoi ces problèmes ne se résolveraient pas entre les communautés et l'État congolais? Est-ce que pour venir solliciter ou demander des terres arables parce qu'ils disent qu'ils vont à Boga pour aller faire des champs cultivés,
Est-ce qu'il faut des armes? Est-ce qu'il faut tuer? Il faut plutôt des négociations. Il faut plutôt une gestion, n'est-ce pas, conviviale, une gestion d'ensemble, une gestion collégiale entre les communautés des Monderes, mais également avec les communautés locales, ou entre le gouvernement congolais. Il fallait donc que le gouvernement congolais gère cette question. À ce niveau-là, faire accepter à d'autres communautés l'arrivée de nouveaux venus, des frères et sœurs peut-être qui sont partis du pays il y a longtemps à cause des effets de la guerre, mais pas venir s'imposer, prendre les armes, tuer, parce qu'on veut avoir un espace vital. Il y a eu plusieurs opérations d'envergure pour pouvoir lutter contre les terroristes, les ADF, comme vous dites. Il y a eu Sokola 1, il y a eu Sokola 2. Pourquoi à l'issue de toutes ces grandes opérations de nettoyage, il n'y a toujours pas la quiétude à Béni, à votre avis? Non, vous savez, la région de Béni, je parle ici du territoire de Béni, c'est un territoire qui est devenu le ventre mou des groupes armés, des conflits armés. D'ailleurs, ma question c'est de savoir, est-ce que ceux-là qu'on nous présente réellement comme des ADF sont des vrais ADF? Ou des faux ADF? Parce que vous avez d'un côté ceux-là qu'on nous présente comme des islamistes, atauges, des islamistes qui réclameraient, n'est-ce pas, qui réclameraient l'islamisation, n'est-ce pas, de ce coin, de cet espace. Et de l'autre, vous avez toute une panoplie de milices, de maïmaï, et des milices, de fois qui dépendent de certains hommes politiques, des milices, des hommes politiques du pays, des hommes politiques et du pays et de l'argent, parce qu'il y a trop de tireurs de ficelles. Je vous ai dit qu'on veut en fait garder cet espace, le territoire de Béni, qui est richement doté en ressources naturelles, d'un espace qui échappe au gouvernement, à la gestion, n'est-ce pas, de la chose publique congolaise, à la gestion de l'espace congolais par le gouvernement de Kinshasa. On fait en fait rendre ingouvernable à dessein cette partie de notre pays, malheureusement. Et donc, on veut pratiquement vouloir répondre, n'est-ce pas, au mot, à cet adage qui a été développé par les pasteurs Ekofo, des non-États. Donc, c'est une question en fait qu'il faut analyser froidement. À qui bénéficie, par exemple, permettez-moi de me poser cette question moi-même, mais à qui bénéficie les massacres de Béni? Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un complot de ceux de la sous-région, de certaines autorités de la sous-région et aussi, pourquoi pas, des grandes nations du monde par rapport à cette région? Oui, mon frère, moi je suis en train de dire à qui. Parce qu'il y a quand même la présence de la MONUSCO. Mais oui, exactement. Cette situation ne change pas. Je suis en train de me poser la question, à qui profitent les massacres, les tueries de Béni? La situation de Béni profite à qui? Mais nous savons que dans ces territoires de Béni, qui est limitrophe à l'Ouganda, c'est un territoire qui est riche en pétrole. Et je vous informe que du côté ougandais, ce pétrole a déjà commencé à être exploité. Je vous informe que cette partie du pays est la partie qui livre à l'Ouganda du bois. Je vous ai dit tantôt ici que l'Ouganda se sert de cette partie-là pour accéder à l'or congolais, de l'Ituri notamment, et du Kivu. Cela est fait aussi avec la complicité. La complicité interne, bien sûr. C'est pourquoi ici, moi j'interpelle les consciences des uns et des autres. Monsieur le journaliste, ces territoires, je puis dire que c'est un petit paradis pour le Congo. C'est ce territoire-là où, n'est-ce pas,
fleurir le mont Rwenzori. C'est ce territoire-là où vous trouvez les sites qu'on appelle les sites d'Ishango. Où on a les vieux hommes découverts au niveau de l'Afrique. C'est dans ces sites d'Ishango où vous trouvez ce qu'on a appelé le bateau d'Ishango, la première calculatrice, le premier élément qui a développé la calculatrice. La calculatrice, permettez, que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est toujours cette partie du pays où vous avez un climat qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de cultiver toutes sortes de cultures dans ce pays. C'est un petit paradis où vous trouvez, où poussent les cacao. Hier, nous ne savions pas qu'on pouvait facilement planter les cacao dans les territoires de Béni et avoir autant d'argent. C'était un territoire qui était essentiellement, n'est-ce pas, caféier, où on pouvait uniquement cultiver les cafés et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous y trouvez du cacao, de la papaye, vous y trouvez des grandes plantations, n'est-ce pas, du café, et j'en passe. Et donc, et aujourd'hui également, ce territoire, cet espace devient un grand marché pour les Ougandais, pour le Rwandais, parce que au jour d'aujourd'hui, les populations de Béni, parce qu'ayant, n'est-ce pas, ayant décimé tout ce qu'il y a comme écosystème, imaginez-vous un territoire qui était parmi les grands territoires producteurs de la banane. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en territoire de Béni, toute la banane que vous mangez vous vient de l'Ouganda. Nous partageons le même lac, n'est-ce pas? Vous avez suivi dernièrement que nos compatriotes ont été tués sur les lacs. Des pêcheurs. Des pêcheurs sur les lacs. Et vous savez que tous les poissons qui est pêché, permettez, sur ces lacs ou dans ces lacs, est aujourd'hui industrialisé du côté de l'Ouganda. De notre côté, c'est encore rudimentaire. Et donc, nous mangeons dans les territoires de Béni, dans les territoires dans la ville de Butembo, du poisson qui vous vient de l'Ouganda. Donc, cette partie du pays devient un grand marché pour l'Ouganda. L'Ouganda ne voudra jamais que cette partie du pays soit bien organisée pour ne pas lui permettre, n'est-ce pas, de livrer tout ce qu'il a comme produits manufacturés et autres à la population de l'Est du pays. Et cela s'est fait de la même manière du côté sud, à Goma, où pratiquement aujourd'hui ce que vous consommez à Goma vous vient de l'Ouganda, pardon, du Rwanda. La viande de bœuf qui coûte moins cher à Goma vous vient du Rwanda. Le lait le moins cher vous vient de l'Ouganda. Même la pomme de terre que nous on cultivait toute l'année au Nord Kivu commence à venir du Rwanda. Donc comprenez que nous sommes dans une guerre économique et qui risque malheureusement de nous pousser, de nous conduire au-delà de la balkanisation, au-delà de la balkanisation économique de cet espace. Est-ce que cette balkanisation n'est pas déjà entamée? Monsieur le journaliste, j'estime que nous sommes entrés à ce stade. En tout cas, à quoi nous attendre? Parce qu'on va de mort en mort. Récemment, en tout cas, les morts ont été encore plusieurs que les semaines précédentes. À ce stade, vraiment, à quoi nous pouvons nous attendre? Monsieur le journaliste, je pense que votre question a son pesant d'or. Personnellement, je suis en train de croire que nous sommes en plein pied dans la balkanisation de notre pays. Je vous ai parlé d'une population qui serait en train de devenir des pays étrangers.
Je vais ici vous dire que la composition, par exemple, des ADF, c'est une composition multinationale, en fait, qui est composée de plusieurs nationalités. Et donc, cette, permettez-moi, multinationalité au sein des ADF conduit à quoi? À dire que non, nous avons désormais des peuples qui veulent s'établir. Au sein des ADF, vous avez des Ougandais. On pensait que c'était un mouvement essentiellement, n'est-ce pas, ougandais. Mais au sein des mêmes mouvements, vous avez des Tanzaniens. Il a toujours été établi que les tueurs de Béni parlent soit le Kiganda ou le Luganda. Ils vous parlent le Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Ils vous parlent également à Kiswahili, la langue locale, parce qu'ils veulent dissimuler leurs identités. Que nous sommes en plein pied dans la balkanisation de notre pays. Et si nous ne faisons pas attention d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans, nous autres qui sommes à Kinshasa, nous risquerons d'être considérés comme des apatrides. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque le gouvernement, le pouvoir ici à Kinshasa est quand même assez indifférent face à tout ce qui se passe là-bas, face à toutes ces tueries? Qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment est-ce que vous percevez? Vous savez, on n'a jamais eu autant de morts. Depuis 2014, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons compter plus de 2000 personnes tuées. Quel est votre sentiment lorsque ici, le pouvoir de Kinshasa est assez indifférent à tout ce qui se passe là-bas à Béni? Non seulement le pouvoir de Kinshasa, aussi certains pays de la sous-région, ceux qui font partie de l'Union africaine, qui sont indifférents à toutes ces tueries qui se passent dans le territoire de Béni. Aussi, pour la plupart qui estiment que ce sont ceux-là qui vivent à Béni, qui se font enrôler de force ou de gré dans les troupes rebelles pour pouvoir tuer, massacrer leurs propres frères. Leurs propres frères, allais-je dire. Quel est votre sentiment lorsque vous entendez cela? C'est d'abord un sentiment de regret. Tout simplement parce que ce qui se passe à Béni n'est pas une affaire des enfants de Béni. C'est une affaire nationale. C'est une question d'un territoire, d'une partie du territoire national. Alors, monsieur le journaliste, je ne dirais pas que le gouvernement congolais ne fait rien dans ce qui se passe. En fait, dans les efforts de recherche de solutions aux problèmes de Béni. Je vous ai parlé ici des différentes opérations. Personnellement, je ne penserais pas et je ne croirais pas un seul instant qu'un gouvernement responsable puisse envoyer ses troupes à l'abattoir pour chaque fois aller perdre énormément, n'est-ce pas, de militaires au front. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que le gouvernement de Kinshasa puisse être complice de sa propre, en fait, de la balkanisation de son propre pays. Je sais qu'il y a assez d'efforts qui sont consentis par les gouvernements de Kinshasa. Mais ce n'est pas encore assez. La population de Béni a uniquement besoin de la paix. Et seule la paix à Béni. On dit que c'est aussi cette population qui participe dans le meurtre. Mon frère, on peut avoir quelques frères, quelques sœurs égarés et qui s'allient aux ADF, aux rebelles, ou qui créent des milices. J'ai parlé tantôt ici des milices. Mais est-ce que les milices peuvent être fortes plus que la force gouvernementale? Les FARDC? Je ne pense pas. Je ne pense pas que notre armée soit faite jusqu'à ne pas pratiquement finir avec cette miliciarisation du territoire de Béni. Deuxièmement, je me rappelle, en fait,
ce même gouvernement, cette même armée, ces mêmes forces armées de la République démocratique du Congo, ce sont les mêmes forces qui ont défait les M23, n'est-ce pas? Pourtant, les M23 étaient lourdement armés. Nous savons qu'ils ont été armés par des pays de la région, n'est-ce pas? Ils avaient toutes les armes sophistiquées. Ils avaient des chars, ils avaient des bombes, ils avaient, c'est pas des lance-roquettes, ils avaient, on pouvait peut-être même parler à un certain moment des hélicos. Hein. Mais comment le gouvernement de Kinshasa a su défaire ce M23 de triste mémoire? Comment ce même gouvernement vient, n'est-ce pas, définir avec les phénomènes Kamwina Nsapu? Il est vrai que pour le cas du phénomène Kamwina Nsapu, la cible était connue. Les milices de Kamwina Nsapu étaient connues. Mais ce qui se passe à Beni, c'est que il y a une panoplie, comme je l'ai dit tantôt, des groupes armés. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas réellement qui est des groupes armés, on ne sait pas. Peut-être même vous pouvez être dans une même maison avec un monsieur qui est dans un groupe armé sans pour autant le savoir. Peut-être c'est celle-là la question. Et donc il faut des stratégies. Le gouvernement doit monter des stratégies efficaces, notamment au niveau des services de renseignement, au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a des informations qui nous tombent, n'est-ce pas, chaque jour, pour par exemple nous dire qu'on sait de l'armée, les forces armées qui sont basées dans les territoires de Beni, qui est deux groupes distincts. Qui a un groupe qui répond valablement aux ordres de Kinshasa, et qui est un autre groupe qui, lui, bon, il est là, surtout celui, n'est-ce pas, qui est composé des ex-militaires CNDP, des ex-militaires M23, des ex-militaires RCD. On nous dit que ceux-là répondent difficilement aux ordres de Kinshasa. Ça, c'est le premier point. Et donc, moi, je suis d'avis que cette question de Beni ne soit pas réduite au seul fils du territoire de Beni, parce que je venais de vous apprendre qu'on sait de ce qu'on appelle les ADF. Il y a toutes les nationalités. Et donc, une question d'abord régionale. Il y a également tous les fils et filles de la RDC. Allez suivre, par exemple, n'est-ce pas, les jugements qui se font à Beni pour les cas des ADF qui ont été arrêtés. Vous y trouvez pratiquement tout le monde. Parce que les ADF, n'est-ce pas, recrutent partout. Ils recrutent même à Kinshasa. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a eu quand même des tueries depuis 2014? Ah oui, s'il vous plaît, d'abord peut-être avant de répondre à cette question, parce que votre question était multidimensionnelle, vous avez parlé de l'argent, de l'Union africaine. Comment un problème comme celui-là, où il y a perte énorme en vies humaines, mais que l'Union africaine, qui est aujourd'hui dirigée par Paul Kagame, ne puisse rien dire. Aucune déclaration de l'Union africaine. Aucune compassion avec les populations qui sont massacrées à Beni. Pourquoi ce silence à votre avis? J'ai tantôt dit que malheureusement ce monde appartient au plus fort. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une conspiration. Et au centre de cette conspiration, il y a plusieurs intervenants. Vous pouvez avoir des intervenants au niveau national, au niveau de la RDC. Vous avez des intervenants au niveau régional. Je vous ai dit que ces tueries de Beni ont également une connotation géostratégique
qui vont peut-être même jusqu'aux connotations géopolitiques, et où la question, n'est-ce pas, des luttes, des conquêtes d'un espace vital pour une certaine population